Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter quelques recherches qu'on mène à l'ISEM en collaboration avec différents partenaires français ou étrangers. Donc, je reviendrai sur ces collègues à la dernière diapo. Donc depuis plus d'un siècle, en fait, les vertébristes et surtout les paléomammalogistes s'intéressent à cette transition paléocène-éocène il y a environ 55 à 56 millions d'années, car c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître dans le registre fossile les tout premiers représentants des ordres modernes actuels de mammifères, à savoir donc ici les rongeurs, les primates, les artiodactyles, les périssodactyles, les carnivores, les chauves-souris, donc une période essentielle de l'histoire des mammifères. Alors depuis peu, au-delà des paléontologues, cette période questionne une plus grande part de la communauté scientifique, depuis qu'on sait que cette radiation des mammifères est concomitante de différents événements hyperthermiques. Alors justement, je vais revenir sur ces événements hyperthermiques en donnant quelques définitions. Bon, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais j'essaierai de faire au mieux. Et ensuite, donc, je développerai deux exemples au travers de la radiation initiale des mammifères. D'une part, à l'échelle globale, donc notamment ce qui se passe au niveau de l'hémisphère nord, comment ces événements hyperthermiques ont influencé l'origination et la dispersion des mammifères, et ensuite un exemple à l'échelle régionale, notamment au niveau des faunes du sud de l'Europe. Donc je vous le disais, cette radiation des mammifères, qui se fait donc entre la fin du Paléocène et la moitié de l'Éocène, il y a du Larsen. Oui. Donc cette radiation est concomitante de différents événements importants. Vous voyez donc au niveau ici des paléotempératures, entre 65 millions d'années et aujourd'hui, on observe un pic très élevé des températures et un optimum thermique qui se fait par la suite. Alors, pourquoi et comment l'évolution des mammifères est liée à ce réchauffement climatique? Alors si on zoome sur cette période d'événements chauds, on observe d'une part donc un événement très élevé, qui était ici, qu'on voit mieux sur cette diapo. Donc c'est ce qu'on appelle le PETM, pour Paléocène-Éocène Thermal Maximum, également appelé ETM1, et ensuite d'autres événements hyperthermiques qui se succèdent, ETM2, ETM3. Et donc on revoit ici cet optimum thermique de l'Éocène inférieur. Alors ces événements hyperthermiques, PETM, ETM2, ETM3, comment sont-ils expliqués? Si on met en parallèle de ces courbes de paléotempérature les delta C13, donc, qui permettent d'estimer la quantité de carbone léger émis dans l'atmosphère et l'océan, on observe qu'il y a des excursions négatives, donc qui traduisent des largages très intenses de carbone léger, donc sous forme de carbone 12, CO2 et métal, dans le système donc océan-atmosphère. Alors là, les causes proposées de ce largage sont largement discutées, différentes hypothèses ont été proposées, démantèlement des clartrates de méthane ou des épanchements volcaniques importants, donc là il n'y a pas consensus. Toujours est-il qu'on observe sur toutes les latitudes du globe des augmentations de température de 2 à 8 degrés, et le tout en de 20 000 ans à 50 000 ans. Alors l'événement le plus marquant, dont je vous le disais, c'est ce PETM. Lorsqu'on estime les quantités de carbone émis à ce moment-là, donc on arrive à des valeurs entre 1500 et 4500 gigatonnes. Donc vous voyez, ça fait écho aux valeurs présentées dans dans le premier talk. Donc la durée de ce PETM, la durée globale, entre le début du réchauffement et la fin du réchauffement, c'est entre 120 000 ans et 250 000 ans. Du coup, pour beaucoup, ce PETM est un analogue, le meilleur analogue géologique au réchauffement actuel, et toutes les études pluridisciplinaires à son sujet. Alors pour nous, paléontologues, ces événements hyperthermiques sont très importants parce qu'il s'agit de géochronomètres, si vous voulez. Ils sont tellement courts à l'échelle de l'évolution, vous voyez, c'est des pas de temps assez courts. Eh bien nous, dès lors qu'on va pouvoir les mettre en évidence dans les séquences fossilifères, on va pouvoir ordonner et classer nos différents gisements et donc observer, si vous voulez, tout ce qui se passe avant et après
ces réchauffements climatiques. Alors je vous le disais, tous les écosystèmes sont affectés, dans le marin, dans le continental. Alors dans le marin, il y a très peu d'extinctions, hein, ça c'est assez étonnant, mais à part quelques groupes de foraminifères, on ne va pas avoir d'extinction. C'est surtout des radiations et des migrations de groupes qui sont observés. Un exemple très classique, c'est les dinoflagellés, donc un groupe d'algues qui est cantonné à la zone équatoriale, qui lors du PETM va migrer en haute latitude, puisqu'on va avoir les mers en haute latitude avec des températures très élevées de 5 à 8 degrés de plus. Alors sur les continents, finalement, on a quelques données. Alors je vais justement vous présenter des travaux qu'on réalise, d'une part donc à l'échelle globale et au niveau de l'hémisphère nord. À vrai dire, on ne connaît pas grand-chose. La plupart des données sont cantonnées à des bassins des montagnes rocheuses aux États-Unis, notamment dans le Wyoming, où là, il y a plusieurs mètres de sédiments qui retracent les 150 000 ans du PETM. En Europe et en Asie, on commence à émerger, à avoir quelques données. Et sur les continents du Sud, on a des gisements dans le Paléocène et dans l'Éocène, mais on n'a rien qui soit pile poil au moment de ce PETM. Alors du coup, la plupart des infos que l'on a sur l'impact de ce PETM sur les mammifères concernent essentiellement les États-Unis. Une première conséquence, on observe un nanisme qu'on a du mal encore à expliquer pour les faunes de mammifères au moment du PETM. Donc là, vous voyez différentes espèces du même genre, d'un petit herbivore, où on a dans les niveaux qui précèdent le réchauffement des animaux qui font entre 7 et 12 kg, et au moment du PETM, on va avoir une forte réduction de leur masse corporelle, et ensuite ça redevient des valeurs normales. Alors, lorsque c'était que les carnivores qui étaient observés au départ, ce nanisme, on avait quelques éléments pour l'expliquer, mais aujourd'hui on se rend compte que les primates et les omnivores, les insectivores sont également affectés par ce nanisme, donc au final on a vraiment du mal à l'expliquer. Alors la deuxième conséquence, donc je vous le disais, les mers en haute latitude vont se réchauffer et on va pouvoir observer des forêts tropicales en haute latitude. Dans le registre fossile du nord du Canada, on a parfaitement des forêts tropicales au début de l'Éocène. Pas au moins du PETM, mais un peu après. Donc bien évidemment, ces forêts tropicales en haute latitude ont permis des migrations de mammifères qui étaient cantonnés dans les zones chaudes plus au sud. Alors je vous le disais en introduction, c'est pile à ce moment-là que les ordres modernes de mammifères vont apparaître et se diversifier et donc migrer de part et d'autre des continents, de l'Europe à l'Asie, via l'Amérique du Nord et réciproquement. Alors le problème, c'est que le timing et le sens de ces migrations est encore inconnu pour différentes raisons. La raison essentielle, c'est qu'on a un manque de résolution chronologique pour dater nos gisements. Et donc la question, c'est de savoir si ces événements rapides sont directement corrélés au PETM. Est-ce qu'ils ont eu lieu pile poil au moment du réchauffement climatique? Alors donc du coup, je vous le disais, la nécessité était d'avoir un cadre chronologique beaucoup plus précis que ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est ce qu'ont commencé à faire les collègues américains il y a déjà une quinzaine d'années, donc dans le Wyoming. Le Wyoming donc est célèbre puisqu'on a une évolution, on arrive à suivre quasiment au mètre près l'évolution des mammifères de part et d'autre du PETM. Et là, au niveau de cette barre ici que j'ai mis en évidence par ces lignes pointillées, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les ordres modernes de mammifères et notamment les premiers primates. Donc ici vous avez quelques mâchoires inférieures et supérieures du tout premier primate nord-américain qui avait une allure du tarsier actuel. Donc en mesurant le delta C13 dans ces couches, eh bien, donc, les collègues ont mis en évidence le PETM ici, donc le départ du PETM, qui marque la limite paléocène-éocène.
PETM qu'on a su ici avec ses valeurs fortement négatives du delta C13 et après des valeurs plus normales. Là, vous avez le maximum de ce qu'on appelle donc l'extorsion négative du carbone, qui est donc le pic du réchauffement. Donc, je vous le disais, ce PETM dure entre 120 et 250 000 ans. Alors, en faisant ça de proche en proche pour les différents gisements, vous allez vous en rendre compte que ça a un impact assez intéressant pour notre compréhension de l'origine et des dispersions des primates. Premier exemple, donc vous voyez immédiatement, on arrive grâce à cela à déterminer que les premiers primates apparaissent dans le registre fossile américain entre 13 000 ans et 200 000 ans après la limite paléocène-éocène, juste après le maximum thermique, mais toujours donc dans le réchauffement. Alors en faisant ça pour les différents gisements européens et asiatiques ayant livré ces tout premiers primates, eh bien on arrive à une belle histoire, si j'ose dire, avec donc une origine asiatique, puisque vous voyez que les premiers primates sont ici juste avant le maximum thermique, en Asie, puis ils vont migrer en Europe, on les a ici juste au pile poil au pic du réchauffement climatique, donc entre 5 000 et 12 000 ans après la limite paléocène-éocène. Et enfin, comme je vous le disais sur la dia précédente, ils arrivent aux États-Unis entre 13 000 et 20 000 ans après la limite paléocène-éocène. Alors ce scénario, lorsqu'il a été publié, a fait sensation, c'était une belle histoire. Depuis, il y a d'autres chercheurs qui ont trouvé d'autres primates qui remettent en cause cette histoire. Donc au final, on a peu de certitudes. Et surtout, tout ça est bâti finalement sur peu de sites et peu de datation. Alors, à l'ISEM, donc on s'est concentré sur des sites donc, européens et notamment sur des sites du sud de l'Europe. Alors pourquoi s'intéresser à l'Europe? Vous voyez que sur cette paléogéographie de la limite paléocène-éocène, on reconnaît une géographie assez distincte, avec des gisements du sud ouverts sur une mer qui sépare donc la péninsule ibérique du sud de la France, une mer ouverte sur l'océan Atlantique, et les gisements du bassin de Paris, donc les gisements anglo-franco-belges, sont sur le pourtour de cette mer qui était ouverte sur la mer du Nord. Donc la Manche n'était pas ouverte. Alors c'est bien beau de vouloir travailler sur l'Europe, mais il y a quelques limites à cela. Les limites, c'est que sur les gisements du Nord, qui sont notre référence, les gisements les plus riches, eh bien on n'a pas de séquence stratigraphique longue, c'est des spots par-ci par-là. Donc ça c'est un gros problème par rapport à ceux que l'on avait aux États-Unis. Les sites anciens, dont les sites espagnols, en rouge, ceux du Paléocène, Campo et Claret, et bien là on a très très peu de fossiles, donc on a du mal à raisonner. Autre problème, pour tous les gisements du sud de l'Europe, à part les gisements espagnols, on n'a pas de données géochimiques, et pourtant on a de très très belles séquences stratigraphiques. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et enfin, donc, autre problème, c'est que dans le sud de la France, on n'avait pas de gisement paléocène. Donc à l'ISEM, on s'intéresse à ces deux derniers points, et c'est sur ces deux derniers points qu'on a avancé au cours de ces dernières années. Alors on s'est intéressé préférentiellement à deux ensembles régionaux, les Corbières et le Minervois. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des niveaux de cet âge-là, et des niveaux assez fossilifères, connus depuis déjà quelques années, mais on a essayé d'en savoir plus et on a découvert de nouveaux gisements. Alors c'est intéressant ici puisque ces longues séquences stratigraphiques ont été mises en évidence au moment de la tectonique pyrénéenne. Donc vous avez des niveaux très anciens, donc de la limite paléocène-éocène, qui sont venus à l'affleurement. Alors à quoi ça ressemble ces longues séquences stratigraphiques? Par exemple ici la coupe d'Albas dans les Corbières qui s'étend du Paléocène terminal ici jusqu'à l'Éocène basal. Donc le PETM est quelque part par là. On a plusieurs faunes, donc le site de Fordone, du Clos, la Soulane, Albas. Donc là je vous ai mis quelques diapos montrant les travaux qu'on mène sur ces sites. Alors, le gisement qui nous a le plus intéressé, c'est surtout le site d'Albas. Alors là, ces fossiles sont en cours d'étude, on ne les a pas complètement identifiés et étudiés,
Mais on peut commencer d'ores et déjà à dire des choses intéressantes. Alors ce qui est très curieux, c'est que ça associe des taxons très anciens, très archaïques, qu'on trouve généralement dans le Paléocène, notamment cette forme-là qui est connue uniquement dans le Paléocène, avec des formes qui jusqu'à présent n'étaient connues que dans l'Éocène. Donc l'intérêt de ce site, je vous le disais, c'était donc d'avoir des représentants modernes de mammifères associés à des formes archaïques. Alors on a essayé justement de dater avec plus de précision ce site. Pour cela, donc, on s'est rapproché de collègues espagnols et belges qui ont travaillé avec nous à cette question. Tout d'abord, juste au-dessus du gisement mammifère qui est ici, on a des niveaux marins qui contiennent des marqueurs de l'Éocène basal. Donc il y avait de grandes chances que notre gisement soit, vous voyez, donc, dans le Paléocène. Ici, là-haut, on a notre second gisement, le gisement du Clos. Donc une belle séquence, vous voyez, de plus de 400 mètres, qui, après tout, n'a rien à envier à d'autres sites. Ensuite, donc, avec les collègues de l'Université de Namur, on a mené des analyses géochimiques depuis le gisement d'Albas ici jusqu'au gisement du Clos, et on a mis en évidence cette excursion négative du carbone qui marque donc le PETM. Alors, du coup, ça impliquait que le gisement d'Albas était clairement paléocène. Alors, que dire avec ça, vous allez me dire? Eh bien, ça nous permet d'ordonner et de mettre le gisement d'Albas dans une perspective plus large, qui est la courbe de référence du delta C13 au niveau mondial, avec le PETM et les autres événements hyperthermiques. On peut par exemple positionner le gisement du Clos entre ces deux événements hyperthermiques. Alors, on peut dire différentes choses. Je vais prendre un exemple qui est celui sur les rongeurs. Jusqu'à présent, les premiers rongeurs européens étaient connus de Belgique, pile donc au sommet, enfin au pic du réchauffement climatique du PETM. Ces rongeurs étaient présents dans le Paléocène asiatique et nord-américain, donc on pensait qu'ils arrivaient au moment du PETM, exactement de la façon dont les primates étaient arrivés en Europe, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et ce scénario était assez évident, d'autant plus que dans le Paléocène d'Espagne, donc 700 000 ans avant le PETM, bien les gisements espagnols n'avaient pas livré de rongeurs. Alors justement, nous on met un petit peu à mal ce scénario, puisqu'on a 300 000 ans avant le PETM les rongeurs qui apparaissent en Europe. Donc là, clairement, cet ordre moderne de mammifères, son apparition en Europe, n'est pas lié au réchauffement climatique. Alors on en arrive au deuxième exemple, qui est celui donc, de l'endémisme des faunes du sud de l'Europe. Donc cette carte, je vous l'ai montrée tout à l'heure, avec les gisements du nord et du sud. Et ce qui est très curieux finalement, c'est que sur les 37 genres présents dans la localité référence de Dormal, eh bien 67% de ces genres sont communs avec les autres sites du bassin anglo-franco-belge. Dans le sud, on n'a que 32% de similitudes, donc c'est vraiment très peu. D'autant que si on compare avec les gisements d'Amérique du Nord, eh bien, on va avoir près de 60% de similitudes avec le bassin de Paris. Donc là, on a une grosse... deux faunes différentes entre le nord et le sud, même s'il y a quelques espèces en commun, comme ici, donc ce petit marsupial et ce petit primate archaïque. Donc comment expliquer cette disparité faunique? A priori, c'est une barrière climatique, puisqu'on ne voit pas de barrière géographique entre le nord et le sud, même si vous voyez les mers sont distinctes. Alors, plus tard, quelques millions d'années après, donc vous voyez que j'ai mis des points d'interrogation sur ce plus tard, on va observer une homogénéisation des faunes. Par exemple, on a un gisement dans le Minervois où on va avoir exactement les mêmes rongeurs que dans un gisement du bassin de Paris. Donc on est en droit de se demander si les événements hyperthermiques qui ont succédé au PETM ont eu un impact sur cette homogénéisation des faunes. Pour ça, on s'est attelé à dater plusieurs gisements du Minervois qui sont sur cette longue séquence
chronologique de l'Éocène inférieur, qui se répartissent a priori de part et d'autre des événements hyperthermiques de l'Éocène, et on va y revenir par la suite. Le gisement le plus ancien, le gisement de Fournes, puis de Sainte-Eulalie et d'Aziliané, donc là on est très proche de Minerve. Alors si on applique donc nos analyses géochimiques à cette séquence, eh bien on observe que ces trois gisements du Minervois sont le site de Fournes juste après le réchauffement de l'ETM2, celui de Sainte-Eulalie juste après l'événement numéro 3. Et ce qui était étonnant, ce qui était à noter, c'était que ces deux gisements du Minervois ont mis en évidence quelques échanges sporadiques entre le nord et le sud. Et donc ça traduit quelque chose d'assez notable, puisque avant le TM2 et le TM3, on avait un endémisme très fort entre le nord et le sud, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et ensuite au niveau post-ETM3, toujours dans le réchauffement climatique de l'optimum thermique de l'océan inférieur, on a des faunes similaires entre le nord et le sud. Donc tout se passe comme si ces échanges sporadiques entre le nord et le sud se mettaient en place lors d'événements post-PETM et notamment lors de ces événements longs qui est l'optimum thermique de l'océan inférieur. Donc des événements courts ont semble-t-il conduit à un endémisme nord-sud et des événements longs ont remis les faunes en contact. Alors, les perspectives à l'avenir, c'est bien entendu compléter le registre fossile et on va s'atteler à cela notamment en Provence où on a des sites très intéressants du côté d'Aix et notamment le gisement de Palette qui pourrait être post-PETM et ante-ETM2. Et là, bon, au-delà de ça, ce gisement est intéressant puisqu'on a des faunes assez bien préservées, notamment les premiers artiodactyles primates européens. Et enfin, donc, on a un dernier chantier, cette fois-ci dans le Var, du côté de Riance, où là encore on a un autre gisement, cette fois-ci intermédiaire entre le TM2 et le TM3. Donc voilà, j'ai terminé juste pour remercier tous les collègues impliqués dans ces travaux. Et donc voilà, la plupart sont figurés ici sur cette petite image. Je vous remercie.